Chers amis français, tout d'abord, je voudrais m'excuser pour absence physique. Je vais m'expliquer. Je suis sous les sanctions américaines, canadiennes et australiennes qui ne me donnent pas la possibilité de venir ce pays-là. Mais en même temps, on a mis mon nom sur la liste des personnes indésirables dans l'Union européenne. Ce n'est pas l'interdiction stricte d'entrer en Union européenne, mais la possibilité d'entrer en France, en Grèce ou en Allemagne dépend absolument sur la décision des gouvernements européens. J'ai rencontré la difficulté d'entrer en Grèce cet été quand j'ai voulu visiter le mont Athos. C'était très difficile et ça a demandé beaucoup d'efforts de la part du ministère des Affaires étrangères russe pour rompre cette interdiction avec beaucoup de difficultés. Parce que la France se trouve sous contrôle des mondialistes et de l'élite libérale qui théoriquement et pratiquement détestent les représentants de courants de pensée comme moi-même essuient les sanctions plus radicales contre la Russie, je présume que Manuel Valls Hollande ne soit pas tellement susceptible d'accepter la démarche du côté russe pour aller rentrer en France. J'ai fait les consultations avec le ministère des Affaires étrangères russe ici à Moscou. On m'a dit d'attendre un peu et n'allez pas cette fois en France parce que les chances d'entrer en France sont assez minimales, je voudrais dire. La seule chose que je pourrais essayer, c'est arriver à Paris pour revenir faire le retour à Moscou à partir de l'aéroport Charles de Gaulle. C'est très bon comme aéroport, mais je ne crois pas que ça vaut à peine le voir encore une fois sans avoir la possibilité de voir mes amis français, donc vous personnellement. De toute façon, je m'excuse. Vous savez que les sanctions américaines contre moi sont prises seulement pour me punir de mes idées. Je ne participe pas physiquement, économiquement, militairement, ni dans la libération de la Crimée, ni dans la libération de Novorossia, de Donbass. Donc, je suis jugé et on fait les actions administratives et juridiques contre moi seulement pour mes idées. Donc, c'est la police de pensée totalement ouverte. Donc, on fait procès contre les idées. On juge les idées. Certains, les libéraux, jugent comme acceptables. Certaines idées sont inacceptables et demandent d'être punies. Donc, je suis en quelque sorte la victime de ce totalitarisme. Je l'appelle troisième totalitarisme libéral, le seul qui reste de la modernité politique. Je suis tout à fait désolé
de rester ici et ne voir pas la possibilité de vous voir, de parler avec vous. Tout d'abord, je voudrais commencer mon discours, mon intervention, en reconnaissant le rôle de Grèce, d'Alain de Benoist personnellement, dans la formation de ma pensée. Je considère Alain de Benoist comme le meilleur penseur de l'Europe actuelle. Je le tiens en plus grand estime. J'avoue que l'influence de la philosophie de l'Europe profonde et traditionnelle défendue par Alain de Benoist et par Grèce a exercé grande influence sur moi, et j'ai fait beaucoup d'efforts pour faire connaître Grèce et Alain de Benoist personnellement dans le cercle des conservateurs et traditionnalistes russes. Donc, je suis tout à fait heureux pour votre invitation et recevez, s'il vous plaît, mes sentiments distingués, chers amis, chers frères patriotes français. Aujourd'hui, je crois que nous devons parler à propos de l'Est, à propos de la possibilité de la nouvelle guerre froide. Et nous devons penser et considérer les relations entre l'Europe et la Russie seulement sous l'angle de Donald Trump. On peut parfois dire que Trump sera limité dans ses actions, dans ses positions par certaines traditions libérales, ultralibérales américaines. Peut-être ça avera d'être vrai, mais on doit voir les choses comme elles sont. Je crois que la victoire de Trump, c'est le pas décisif vers la fin du mondialisme. Quand il y a d'un côté le marais, swamp, globaliste, mondialiste, représenté par George Soros et le réseau international de grandes capitales de la culture, soi-disant postmoderne, et la société liquide d'un côté, et d'autre côté, il y a un certain conservatisme des peuples qui parfois peuvent se manifester, s'incorporer dans la figure des leaders populaires et peut-être populistes. Parce que pour le marais, pour les libéraux qui sont en minorité absolue dans le monde, être aux côtés du peuple signifie être populiste et même parfois fasciste. Donc, le populisme est devenu le terme péjoratif par excellence et plus ou moins équivalent du fascisme ou du nationalisme, etc. Mais je ne crois pas que nous devons laisser utiliser le mot peuple et tout ce que le concerne dans ce sens péjoratif. Les leaders comme Poutine, comme Trump, comme Erdogan, comme Orban de l'Hongrie sont non pas seulement autoritaires, ils sont en faveur du peuple. Dans ce sens, ils sont populaires et populistes en même temps. Mais celui qui est populiste qui répond aux demandes du peuple. Je crois que finalement, c'est l'essence et la nature même de la démocratie dans le sens ancien, parce que pour les démocrates libéraux, par les libéraux démocrates actuels, démocratie se traduit par le pouvoir des minorités.
mais minorité contre la majorité. La démocratie traditionnelle, c'est le pouvoir, la puissance de la majorité. Donc, populisme, c'est l'autre nom pour le pouvoir de la majorité, pour le pouvoir du peuple. Et je crois que finalement, c'est ce qu'on peut être fier. Vraiment, notre chef d'État, Vladimir Poutine, c'est l'homme qui répond aux demandes populaires, qui partage avec la majorité russe, la majorité de notre société, les mêmes idéaux, les mêmes valeurs et les mêmes buts. Et les mêmes positions, le même système de valeurs. Je crois que plus ou moins, c'est le cas de Donald Trump. Et si on est aux côtés du peuple, on est l'ennemi de la société ouverte, du marais et de sectes fanatiques libérales mondialistes. Et si maintenant le chef d'État américain est aux côtés du peuple, ça change totalement tout rapport de force au niveau mondial. Je crois que dans ce cas, si par exemple vous avez organisé ce colloque-là, cette conférence, avant la victoire de Trump, sans avoir cru que cette victoire soit-elle possible, je crois que l'idée de la guerre froide entre Ouest, atlantiste, américano-européenne, et l'Est de Poutine était tout à fait quelque chose d'important, quelque chose peut-être crucial et central. Mais après la victoire de Donald Trump, on doit reconsidérer, repenser totalement nos idées sur la situation actuelle et le rapport des forces. Parce que pour nous, les ennemis de nouvel ordre mondial, de l'hégémonie américaine capitaliste, équivalence entre les États-Unis et le libéralisme mondial, c'était quelque chose taken for granted, quelque chose absolument sûr comme on sort de l'axiome. Et nous considérions les relations entre l'Ouest et l'Est comme en quelque sorte la confrontation géopolitique entre la civilisation de la mer et la civilisation de la terre. Mais avec Donald Trump, il y a certaines dissociations entre le mondialisme, le globalisme d'un côté et les États-Unis d'autre côté. Maintenant, on assiste à la révolution colorée, soi-disant révolution pourpre aux États-Unis, à l'intérieur des États-Unis. Et l'auteur, l'instigateur de cette révolution est le même, George Soros, et l'établissement transnational qui est aux origines, aux sources des révolutions colorées dans l'espace post-soviétique et en Europe orientale et même dans certains pays arabes. Donc maintenant, les États-Unis sont pris pour le cible de même secte globaliste qui était presque identique aux États-Unis et l'établissement des États-Unis prévieusement. Donc nous se trouvons dans une situation extrêmement intéressante parce que Donald Trump, sa victoire change tout, absolument tout.
Et relations entre les États-Unis et la Russie, les relations entre l'Europe et les États-Unis, et l'Europe et la Russie d'autre côté. Finalement, on est arrivé vers l'ordre international multipolaire. Et c'est pourquoi l'Ouest, à partir de ce moment, n'existe plus. Et même si l'Ouest n'existe plus, l'Est ou la Russie change sémantique, change le sens. Maintenant, ce n'est pas les sanctions, l'agression ou, disons, confrontation entre Ouest américano-européenne et Est de Poutine. Alors, on peut dire, en utilisant les paroles de Gramsci, la Russie césariste, on peut dire, parce que nous ne sommes pas vraiment, pour l'instant, eurasistes, nous sommes au moins césaristes. Donc, on veut opposer à l'hégémonie de l'Ouest, mais en acceptant certains aspects de cette hégémonie quand même. Donc, c'est l'analyse de Gramsci de qu'est-ce que c'est césarisme, est tout à fait juste par rapport pour comprendre la Russie de Poutine, parce que c'est la Russie césariste, au sens gramscien. Maintenant, hégémonie se déterritorialise au sens de Deleuze. Donc, le mondialisme perd ses racines américaines. Les États-Unis se dissocient du mondialisme et ça crée la vision totalement différente. Je crois maintenant que, pour dire en image peut-être gros, que Donald Trump, je le considère comme Poutine américain. Donc, ce n'est pas les bureaux globaux américano-européens contre Poutine, autoritaire, national et conservateur, mais maintenant, aujourd'hui, nous avons Poutine russe, Poutine américain, Poutine hongrois, Poutine turc. Donc tout le monde est finalement non pas tellement césariste, mais plutôt réaliste. On est arrivé, on a fait le retour vers le monde pré-bipolaire, ou non bipolaire, donc multipolaire. Et dans ce cas, l'ennemi de Donald Trump n'est plus Russie de Poutine qui résiste à la création de l'hégémonie américaine, comme était hier, très récemment le cas, mais c'est plutôt la secte globaliste et mondialiste qui attaque Donald Trump et les États-Unis par l'intérieur. Et dans ce cas, le phénomène du marais doit être conçu comme la base, comme le nouveau concept très important. Le marais, ce n'est pas les États-Unis, ce n'est plus les États-Unis. C'est quelque chose tout à fait particulier. C'est en quelque sorte le résultat négatif de l'histoire de développement historique de l'Ouest, mais ce n'est pas ni l'Europe ni les États-Unis. C'est quelque chose, on peut dire, transnational ou excentrique, parce que le marais n'a pas plus de centre. Le marais est devenu utopique. Donc, c'est le phénomène sans place dans la Terre. C'est en quelque sorte déterritorialisation qui s'est accomplie par victoire de Trump, la déterritorialisation du marais. Dans cette situation, tous les trois, les États-Unis, l'Europe et la Russie, nous nous trouvons dans la situation radicalement nouvelle. Parce que
le problème plus grave et plus important des États-Unis, c'est Donald Trump, le président des États-Unis, contre le marais dans la version américaine. Qu'est-ce que c'est la situation de la Russie actuelle, de l'Est? Maintenant, Poutine a changé brusquement l'ennemi et la force opposée. Hier, seulement hier, pour nous, le facteur plus important de notre politique extérieure et intérieure, c'était l'attaque des Américains, de l'OTAN contre nous, et cette guerre des positions contre l'atlantisme qu'on mène en Syrie, en Irak en quelque sorte, et en Ukraine. Parce que il y avait la force qui nous attaquait et les relations, consolidation de la société russe orientée contre cette attaque était le sens et l'essence de la politique de Poutine. Poutine et son identité précisément consistait dans le fait qu'il menait la guerre froide contre agression de l'Ouest américain hégémonique, de l'Ouest qui a eu le visage d'Obama et de Hillary Clinton. Donc, si on imagine que Hillary Clinton aille la victoire, la situation continuerait dans le même sens, dans la même direction. Et Poutine aurait le même agenda comme hier, comme avant. Et finalement, le rôle de l'Europe était aux côtés des États-Unis et la guerre froide sera guerre froide, soit guerre froide menée par les États-Unis et sous la pression des États-Unis par élite atlantiste et mondialiste européenne contre la Russie qui voudrait débarrasser du contrôle et d'imposition de globalisation et de puissance américaine. Mais ce n'est plus le cas, parce que aujourd'hui, la pression et l'hégémonie américaine a changé radicalement la nature, parce que pour l'instant, Poutine n'a aucune raison d'être anti-américain, parce que selon ce que Donald Trump dit, on n'a aucune idée de continuer l'expansion américaine au niveau planétaire. Dans ce cas, les Américains, brusquement, un instant, finissent d'être les ennemis de la Russie. Et donc, ma conclusion, la guerre froide est finie entre l'Ouest et l'Est de Poutine. Maintenant, on n'est plus dans la guerre froide qui commençait à commencer et qui maintenant est finie. Et la fin de la guerre froide, c'est l'avènement au pouvoir de Donald Trump. Et dans cette situation, nous nous trouvons dans une complètement autre réalité, parce que Donald Trump lutte contre le marais, contre la secte globaliste, contre le mondialisme, contre CFR, contre néocons et contre ses ennemis ultralibéraux, contre les ennemis qui sont les partisans de globalisation et de l'hégémonie. Mais maintenant, ce n'est pas l'hégémonie américaine, c'est l'hégémonie tout court. Tout court. L'hégémonie en tant que telle. C'est drôle ça, c'est très important parce qu'on a affaire, on est contre nous l'hégémonie pure,
excentrique, non plus américaine. L'hégémonie, en quelque sorte, idéale ou utopique, non sans place dans la géographie directe, mais représentée par les réseaux, c'est network hégémonie. Et c'est très intéressant et c'est l'ennemi numéro un de Donald Trump. Non la Russie, non l'islam, non l'Est ou l'Asie, c'est le marais. Le marais, c'est le nom pour l'hégémonie tout court. Mais Poutine maintenant, après avoir perdu l'ennemi américain qui était en quelque sorte la raison d'être de Poutine de hier en tant que tel, se confronte avec le nouveau défi. Et cette fois, c'est le marais russe. Le marais russe, c'est aussi hégémonie, c'est aussi réseau, c'est le libéralisme, c'est mondialisation, mais sans l'appui des États-Unis ou sans appui direct des États-Unis. C'est très important. Indirectement, on peut soupçonner que derrière hégémonie, quand même, se trouvent les intérêts de certains secteurs américains, européens, de l'Est, c'est vrai. Mais finalement, ce n'est plus comme hier l'équivalence totale entre l'hégémonie et l'américanisme, entre mondialisation et expansion impérialiste des États-Unis. Donc, le marais, maintenant en Russie, c'est quelque chose plus ou moins séparé des États-Unis comme l'État national. C'est très important et Poutine maintenant est libre de vaincre. Pour la première fois, il peut vaincre le marais russe représenté par les libéraux. Avant, il était plus ou moins, il dépendait de cette force, de cette hyper power, de cette hyper puissance américaine, et il n'a pas pu accomplir les réformes patriotiques. Donc, il était pragmatique. Dans certains cas, il se trouvait en confrontation avec les États-Unis, mais dans les autres situations, comme tout césariste ordinaire, il a été obligé d'accepter, d'intégrer certains aspects de libéralisme hégémonique parce que c'était en quelque sorte la monnaie à payer contre certains pas au niveau des relations économiques, stratégiques avec Washington. Maintenant, il est libre. Poutine est libre dans sa confrontation avec le marais russe. Et ça change totalement la situation en Russie. Maintenant, le pragmatisme réaliste n'est pas suffisant. Ce n'est pas assez. C'était plus ou moins acceptable quand on a été dans l'état de la confrontation directe avec les États-Unis, mais maintenant ce n'est pas assez. Donc Poutine se trouve devant le défi d'imaginer quelque chose autre que le réalisme défensif. Il doit trouver l'appui dans la pensée politique et aller au-delà de certaines politiques purement réactives. Quand il réagit seulement par l'énergie, on peut dire, contre les attaques américaines, en faisant le contraire, par exemple. Cette fin de la politique réactive de Poutine, c'est quelque chose de nouveau. Et on n'est pas sûr si Poutine pourrait vaincre cette fois le marais russe. Maintenant, il est libre de faire ça, mais ça, maintenant, tout dépend de la profondeur de sa figure politique. Parce qu'au niveau des formes, il a accompli beaucoup en s'affirmant comme
le leader, comme le chef d'État qui se trouve aux côtés du peuple. Maintenant, quand on a été mobilisé contre le défi extérieur, c'était suffisant, c'était assez. Mais maintenant, ce n'est plus assez. Donc, on doit faire l'effort. En même temps, en luttant, je crois que l'Europe se trouve dans une situation très, très intéressante parce que maintenant, la même chose, peut-être la même chose comme avec Poutine, l'élite européenne pro-américaine a habitué de se sentir comme les marionnettes de Washington. Donc, ils étaient les serviteurs de la gémanie américaine et les États-Unis étaient le facteur plus important et plus grand et plus décisif dans toutes les relations de cette élite européenne, bureaucratique, atlantiste, contre les peuples et les nations de l'Europe. Et maintenant, Hollande, Merkel, la bureaucratie bruxelloise, tous ont perdu tout de suite, immédiatement, brusquement, l'appui américain. Non, cette élite est représentation maintenant de l'hégémonie pure. Et peut-être cette élite européenne qui fait le délai de comprendre la leçon des élections américaines se trouve maintenant est plus hégémonique et plus atlantiste que le centre de l'atlantisme de hier, les États-Unis. C'est très intéressant, mais je crois que si, par exemple, si le peuple de l'Europe maintenant veut apprendre et tirer les conclusions de la leçon des victoires de Trump aux États-Unis, je crois que c'est le moment de la révolution européenne, parce qu'aujourd'hui, aux côtés des peuples européens, il y a l'appui presque garanti russe et l'indifférence américaine. Je crois que c'est la chance historique de renverser l'ordre des choses établies, renverser l'hégémonie atlantiste qui n'a plus appui des États-Unis. Donc, les Européens, finalement, sont libres de tutelle américaine et en se confrontant seulement avec les élites aussi européennes. Je crois, c'est pourquoi je ne suis pas tellement triste, ne pouvant pas venir en France ou en Europe, parce que j'ai grand espoir de revenir en France libéré des mondialistes et même visiter les États-Unis, l'Amérique amicale de Donald Trump. Parce que je crois que je n'ai fait rien contre les États-Unis comme le peuple, comme l'État, et encore moins, je ne fais rien contre l'Europe que j'aime, que je veux, que j'étudie pendant toute ma vie et à laquelle j'ai consacré beaucoup de mes ouvrages concernant le logos français, le logos allemand, le logos latin, grec, etc. Je crois que je considère l'Europe comme ma patrie spirituelle et je crois que la Russie et l'Europe tous les deux font partie du même héritage spirituel méditerranéen, impérial, chrétien et grec, philosophique. Et je crois que, mais je vais arriver en Europe et aux États-Unis après la révolution que j'espère vous allez à faire. Parce que maintenant, c'est le moment de libérer nos peuples de la tutelle de la gémanie. Vous avez affaire maintenant non pas avec l'influence américaine, mais avec le marais européen. Donc, maintenant, c'est votre chance, votre moment, votre temps de renverser
le marais européen, de déchirer, de dessécher mieux le marais européen, parce que les gens qui représentent aujourd'hui l'Europe au niveau international ne sont pas absolument européens. Quand Bernard-Henri Lévy dit que la victoire de Hillary Clinton est le fait mathématique et c'est la vérité ontologique avant des élections, c'est en quelque sorte, ce n'est pas le témoignage qu'on a à faire avec quelques penseurs totalement stupides. Non, ce n'est pas ça, parce que Bernard-Henri Lévy est caractéristique. Il est la figure symbolique du marais. Il est marais. Et le marais a posé tout sur Hillary Clinton et sur la victoire du marais américain. Donc, il a discrédité non seulement lui-même comme l'analyste, il a détruit par cette expression ce qu'on peut appeler mathématiques libérales ou ontologie mondialiste. Finalement, il a mis dans la roulette tout sur certains, sur rouge par exemple, mais c'est le noir qui a vaincu. Et donc, c'est bankruptcy, c'est la faillite. Le marais est en faillite. Et je crois que c'est le fait que nous devons comprendre, parce que maintenant, la mathématique de Bernard-Henri Lévy n'est plus valable. On ne doit avoir aucun respect, aucune considération des élites européennes, atlantistes et hégémoniques. Ils n'ont pas l'appui des États-Unis et on n'a pas l'hostilité contre l'Europe de la part de la Russie. Tous ces mythes-là étaient imaginés par les mondialistes avec le seul but de mobiliser la société européenne contre la Russie pour jouer aux côtés du globalisme. Finalement, si on considère la réalité non mathématique de Bernard-Henri Lévy, on arrive à la conclusion que la Russie veut s'occuper de soi-même, de ses affaires intérieures. On a ou les relations amicales avec l'Europe ou aucune relation du tout. On est ouvert, mais on n'impose pas nos valeurs. Parce que nos valeurs à nous, vos valeurs à vous, et s'il y a quelque chose de commun, c'est excellent. On peut fonder sur cette alliance les relations, les échanges culturels, intellectuels, économiques, énergétiques. Mais s'il y a quelques différences qui sont bien existantes, on peut laisser l'Europe suivre la voie européenne, mais on demande que l'Europe laisse les Russes suivre la voie russe. S'ils sont concordants, cette voie-là, excellente. S'ils se divergent, c'est aussi normal parce que c'est la richesse des cultures et de l'histoire des peuples. Et dans cette situation, la Russie est amicale ou neutre. Les États-Unis sont plutôt neutres, peut-être même en compétition, même un peu hostile par rapport à l'Europe, mais pas trop. Dans cette situation, la voie de la révolution européenne contre le marais est ouverte. Et je crois que finalement, maintenant, on n'a aucune excuse de la paresse, de l'absence de mobilisation, absence de rigueur des actions et des pensées, parce que finalement, l'Europe est assez en paix. L'Europe, maintenant, doit
résoudre les problèmes qu'elle a. Et la Russie, ce n'est pas le problème. Même aujourd'hui, les États-Unis n'est pas le problème. Ce sont les émigrés, mais plutôt, ce sont les élites européennes, atlantistes, hégémoniques, ultra-libérales, qui sont en quelque sorte décapitées aujourd'hui. Donc maintenant, ils sont tellement affaiblis. Manuel Valls, et Hollande et Bernard-Henri Lévy, ils ont perdu leur mathématiques, leur anthologie. Non seulement l'appui politique, ils ont perdu beaucoup plus. Ils ont perdu leur base dans l'être. C'est donc, ils sont déracinés et leur déracinement, c'est quelque chose est devenu absolu. Ils se sont déterritorialisés à partir de ce moment-là et on doit user cette possibilité qui est ouverte maintenant pour revenir à l'Europe sans drapeau, pour créer l'Europe en tant que la civilisation, en tant que l'empire. On ne peut pas dire aujourd'hui ce qui est très clair. L'Europe ne fait plus la partie de l'empire américain. Elle ne fait pas la partie de l'empire russe, c'est bien évident. Donc, l'Europe a la possibilité, a la chance historique de créer, de fonder l'empire européen aux côtés de l'empire américain et de l'empire russe, pour être libre de choisir dans situations différentes, dans les situations différentes, le camp. Et c'est la vraie liberté. Mais pour arriver à ce point, il faut s'en finir avec le marais européen et résoudre les problèmes avec l'immigration, avec l'essai de détruire l'identité européenne par les ultra-libéraux et aussi régler relation avec l'islam agressif. Mais je crois que l'islam agressif deviendra très vite beaucoup plus faible parce que sans l'appui de Washington, c'est le danger moyen et local. Le pire dans l'agression de l'islam radical, c'était l'appui de CIA. Sans ça, ça sera difficile, ça sera le problème, mais le problème technique. Je crois qu'il faut finir absolument avec ce phénomène-là ou le localiser dans les sociétés où c'est bien organique. Par exemple, aucun islam radical en Europe, aucun islam agressif en Europe, si les musulmans sont susceptibles d'apprendre la culture et les valeurs européennes. Je crois qu'ils peuvent être bienvenus à intégrer, à s'intégrer, à assimiler dans la société européenne. Mais si la société européenne aurait de nouveau ses propres fondations, ses propres principes, ses propres racines, si les Européennes pourront redécouvrir l'identité européenne. Dans ce cas, vous pouvez demander des gens qui viennent chez vous d'accepter cette valeur-là ou s'en aller, ou partir. Mais si, par exemple, aujourd'hui, aux musulmans, aux émigrés, on propose les valeurs, soi-disant valeurs libérales, donc c'est bien logiquement que les gens protestent et se révoltent contre ça. Parce que ce n'est pas les valeurs européennes, c'est les valeurs du marais. Ici, les musulmans, même les musulmans européens, rejettent les valeurs du marais. Bien, ils ont raison, parce que ce sont les valeurs tout à fait abominables. Ce ne sont pas les valeurs, c'est en quelque sorte la perversion
LGBT, mariage gay, destruction des familles, des religions, de la politique. C'est le totalitarisme libéral, troisième totalitarisme. Et je crois que si on rejette tout ça, on peut rejeter tous ensemble, les Européens de souche et les émigrés qui veulent détruire la désacralisation, la modernité séculaire. Mais dans ce cas, il y a la question, pourquoi ne pas commencer par les autres pays? Pourquoi ne pas créer les sociétés musulmanes en prospérité, les sociétés harmoniques dans l'Asie ou dans les pays musulmans, et après entrer en contact avec les patriotes musulmans, avec les patriotes européens. Mais je crois qu'il faut maintenant s'occuper de l'Europe. Les Européens doivent faire ça. L'Europe aux Européennes. Qu'est-ce que c'est l'Européenne? Qui doit être considéré comme l'Européenne? Ce n'est pas la question de la race, à mon avis, c'est la question de la culture. Si l'on partage l'identité européenne, si on est solidaire avec l'histoire européenne, et si on comprend le sens, qu'est-ce que c'est l'historial selon Carben européenne, donc on est européen. On est légitimement européen et il doit suivre la voie européenne en faisant les choix. Donc, je crois que maintenant, c'est vraiment la chance. La guerre froide est finie et nous sommes tous engagés dans exactement dans la même guerre. La guerre des peuples contre le marais globaliste, contre le libéralisme, contre l'hégémonie tout court. La Russie, dans ce cas-là, c'est le point de l'appui, mais ce n'est pas tout l'exemple à suivre. C'est en quelque sorte une des possibilités de sortir de globalisation. Nous avons beaucoup de contradictions idéologiques, politiques, culturelles intérieures. Et ce qui est pire, c'est que le marais est dedans notre société. Ce n'est pas quelque chose totalement au-delà, ce n'est pas l'extérieur. Nous avons nos propres marais et nous devons le vaincre. Et nous allons le vaincre, nous combattons contre lui et comme toujours, l'histoire est ouverte et nous ne pouvons pas dire ou prédire qui aura la victoire. Nous combattons le marais russe, comme Donald Trump va combattre le marais américain, comme vous, mes amis et frères européens, doivent combattre le marais européen. Donc, nous allons abattre pour notre victoire commune. Merci beaucoup pour votre attention. Au revoir.